Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 et aujourd'hui on va parler de l'art. Donc l'art est un épisode très important puisqu'il est très très grand. Allez, c'est parti. Donc pour commencer avec l'art, nous allons devoir parler tout d'abord des repères philosophiques. Nous en avons trois. Inné, acquis. Donc ce qui est inné, c'est ce que l'on a naturellement à la naissance. Par exemple un talent ou un don. Alors que ce qui est acquis, c'est ce qu'on a après la naissance, après du travail. Donc c'est comme par exemple le savoir. On a également le repère philosophique ressemblance-analogie. Donc la ressemblance, c'est le fait que deux ou plusieurs choses possèdent certaines caractéristiques communes apparentes qui permettent de les rapprocher. Alors que l'analogie, c'est un raisonnement qui consiste à rapprocher deux choses en fonction de certains rapports logiques, cette fois. Mais parfois, elles n'ont pas de caractéristiques apparentes. Par exemple, établir un rapport de proportionnalité entre quatre éléments comparés 2 à 2, c'est de l'analogie. Et enfin, ce qui est idéal, c'est ce qui correspond à une idée ou à un ensemble d'idées, alors que ce qui est réel, c'est ce qui correspond à la réalité. Alors celui-là est assez important puisqu'il faut faire gaffe à la différence entre les deux. L'idéal peut être réel. C'est le cas par exemple pour Platon, du coup, où l'idéal est le réel lui-même. Voilà. Donc maintenant on passe aux définitions. Donc tout d'abord, l'art, c'est une définition qui est logique pour notre chapitre sur l'art. Donc de l'Antiquité au Moyen-Âge, l'art des artistes fait partie des artisans. Mais à la fin du Moyen-Âge, c'est l'âge des innovations technologiques avec les lunettes astronomiques. Donc les artistes n'auront pas besoin de progrès alors que les artisans si, à partir de ce moment. C'est une définition qu'on va construire plus ou moins durant notre chapitre, mais c'est un ensemble de procédés qui visent un certain résultat pratique. Donc l'étymologie de art est ars, A-R-S, ou artis, A-R-T-I-S, qui signifie la technique et le savoir-faire, en latin. Ensuite, on peut également avoir la définition de génie. Le génie est un don à la naissance chez certains artistes. Le génie est un intermédiaire de la nature, et la nature peut donner à l'avenir des règles non découvertes au génie. Ensuite, je souhaite parler de la doxa. Donc la doxa, j'en ai déjà parlé dans l'épisode dernier normalement, c'est l'opinion générale. Quand on va définir la doxa par exemple d'un artiste, c'est qu'un artiste, il est plein d'imagination et il a une liberté absolue. Ensuite, on a également le pharmacon, très très important aujourd'hui. C'est un concept défini par Platon qui dit que à petite quantité, c'est un remède, mais à forte quantité, c'est le poison. Le goût, donc ici on ne parle pas du sens, le goût quand on mange, c'est plutôt notre faculté de juger en matière esthétique. L'intersubjectivité, c'est quand il y a un partage d'expériences qui permettent un consensus sur des œuvres, des chefs-d'œuvre, notamment la Joconde par exemple. L'imagination, c'est notre faculté mentale à faire des images. Elle a pour matière le réel, donc il faut voir du réel pour faire l'imagination. Et l'imagination nécessite un certain travail, ce n'est pas une simple liberté. On va chercher également à définir l'aura d'une œuvre, donc c'est une énergie unique qui entoure un objet ou une personne. On peut faire preuve devant une œuvre de contemplation, donc c'est quand on oublie le temps par l'admiration. Quand on regarde une œuvre, on va oublier le temps, tellement on est en train de la contempler finalement. Les œuvres peuvent avoir une beauté artificielle, c'est une beauté créée par l'homme, c'est le principe des œuvres même. Les artistes peuvent faire preuve de talent, donc c'est la base d'un artiste finalement. L'apanage, c'est ce qu'on va appeler la spécificité d'une création. Et le patrimoine, c'est un objet qui fait partie de la culture locale. Il nous en reste plus beaucoup. Le rubato, ça c'est un peu spécifique, mais c'est une technique typique du romantisme où le pianiste retient les notes. On verra ça un peu dans les références philosophiques, pourquoi on parle de rubato. L'art contemporain, c'est un peu compliqué, puisque en fait c'est la négation de toutes les règles de l'art qu'on va voir aujourd'hui. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, vous faites le contraire, ça s'appelle l'art contemporain. Alors que l'avant-garde, c'est plutôt le début, le précurseur d'un nouveau mouvement. Donc par exemple, le cubisme, si on prend quelqu'un du 20 ans avant le cubisme, c'est un avant-gardiste. On ne verra pas trop d'avant-garde aujourd'hui.
Quand on parle de kitsch, c'est un peu de l'argot, hein, je vais avouer, mais c'est du mauvais goût assumé. Donc dans votre copie, précisez que c'est de l'argot, hein. Et ce qui est agréable fait plaisir à nos sens. Maintenant, quelques citations. Donc le beau, c'est l'idée rendue sensible, de Hegel dans l'esthétique. Donc dedans, Hegel définit la beauté comme l'expression sensible de l'idée. Le beau est l'incarnation de l'idée dans une forme perceptible. L'art donne corps à une idée immortelle, non par des moyens purement techniques, mais aussi grâce à l'engagement et à la vision de l'artiste, qui consacre l'œuvre par son intention créatrice. Ensuite, on peut également parler de Kant dans la critique de la faculté de juger, dans le paragraphe 46. Dedans, il dit « Le génie est la disposition innée par laquelle la nature donne ses règles à l'art. » Donc le génie est un don à la naissance chez certains artistes, comme on le voit ici. Or, dans l'art, ce sont les génies qui fixent les grandes règles. Ce don naturel donne donc à l'art ses règles, et le génie est un intermédiaire, du coup, de la nature. La nature peut donc donner à l'avenir des règles non découvertes, puisque l'art donne des talents. Ensuite, une assez jolie, celle de Nicolas Boileau. Il n'est pas de serpent ni de monstre odieux qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux. Donc, en fait, là, il nous dit que l'opposition laid-beau n'existe pas en art, puisque le beau peut naître du laid. C'est le cas, par exemple, de Une charogne, le poème de Baudelaire, où, justement, une charogne, il va la transformer en quelque chose de beau, à l'image du poète qui transforme la boue en or. Mais du coup, il faut se demander, quel est le contraire de beau, finalement, puisque ce n'est pas le beau, le moche. Eh bien, c'est le désagréable, on verra ça après. Ensuite, une citation d'Oscar Wilde à connaître, c'est « La vie imite l'art beaucoup plus que l'art imite la vie ». Bon, cette citation paraît assez contradictoire car on s'inspire de ce que l'on voit. Mais en fait, quand on y pense, donc le romantisme est la cause de la vie, mais le romantisme n'existe que par l'art, dont la littérature. Les sous-marins viennent de l'art, tout comme la science-fiction. Par exemple, si on s'inspire du 20 milieux sous les mers de Jules Verne, eh ben, Jules Verne a inventé le sous-marin avant que on le fasse, nous. Et enfin, je termine par un petit dicton populaire. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Donc dans ce cas, le goût est subjectif et on ne peut pas toujours se mettre d'accord. Dans Le monde comme volonté et comme représentation de Arthur Schopenhauer, il explique que l'homme a besoin de métaphysique. On est le seul animal qui en a besoin d'ailleurs. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'on est le seul animal qui a besoin de quelque chose qui n'a pas réellement besoin. L'art contente le besoin métaphysique, comme la religion. C'est la quintessence de l'idée, donc la cinquième idée serait métaphysique, c'est l'éther. La religion contente également, oui, oublie ça. De plus, il dit que l'art a partout son terme, il ne vieillit ni se projette. Et lorsque nous contemplions, nous nous arrachions au temps. En effet, la contemplation présuppose l'isolation de l'objet dans notre perception. Lorsqu'on contemple, l'œuvre devient tout ce que l'on perçoit. L'idée contenue par l'œuvre est la seule mesure du temps, un catalyseur, et nos désirs se noient dans la beauté de l'œuvre. Ensuite, on peut également s'inspirer des shonen comme Naruto. Donc oui, un peu de pop culture, pourquoi pas, hein. Donc je rappelle, un shonen, c'est un manga pour les jeunes garçons. C'est la traduction littérale, pour les jeunes garçons, shonen. Donc dans les shonen, le protagoniste doit atteindre une forme d'excellence. Naruto veut devenir le chef du village de Kikonota. Il y a donc deux types de génies dans Naruto. On a Neji, donc c'est l'exemple du génie kantien, il est inné, en fait il a un génie avec un don inné. Et on a Rock Lee qui n'a aucun talent, mais qui est déterminé et qui, par force de travail, va devenir le génie nietzschéen par l'acquis et le travail. Donc le shonen, comme Naruto, est l'incarnation des deux types de génies. On peut également parler de Whisplash, qui parle principalement du génie nietzschéen, donc celui qui travaille, où on pose la question « Que faut-il sacrifier pour devenir le meilleur ?» Ensuite, Chopin a composé la Marche funèbre. Dans cette œuvre, il y a de nombreuses variations de rythme et d'intensité. Il va utiliser un rubato, j'en ai parlé avant. Nous avons trois parties dans le début de l'œuvre, une partie sombre et triste, puis une partie qui s'énerve, puis une partie apaisante. En fait, c'est l'incarnation du deuil. Le premier passage est l'instant triste, ennuyant et souffrant. Le deuxième passage correspond plutôt à la colère, et le troisième à l'acceptation et à l'espoir. En 3 minutes 40, donc la partie du début, Chopin grave le deuil sans aucun mot. C'est ce que Del va appeler le beau.
la beauté absolue et le subjectif. Ensuite, Walter Benjamin, dans L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductivité technique, dit que l'on pourrait perdre de l'art à long terme, car il y en a trop. Ce n'est pas une destruction, mais plutôt une perte d'une partie de son aura. On va se dire, oui, quand même, la Joconde, c'est un truc de fou quand même. Oui, mais vous avez juste à faire une recherche sur Internet, et vous pouvez tomber sur la Joconde. Alors qu'à l'époque, il fallait se rendre sur place, voir la Joconde et se dire, waouh, ça c'est vraiment joli. C'est ce qu'on appelle l'ambivalence de la technique. On va s'habituer finalement à ce qu'on voit. Platon avait déjà imaginé cela, il appelait ça un pharmacone. Donc un pharmacone, c'est à la fois un remède et un poison. Tout remède réside dans la quantité de poison que l'on ingère. Par exemple, un vaccin, finalement, c'est une quantité réduite de bactéries ou de virus. Toute technique est à la fois un remède et un poison. On parlera de cela dans le chapitre sur la technique. Maintenant, on passe à un petit quiz pour vérifier vos connaissances. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le génie selon Kant? Un artiste reconnu par la société, un don inné par lequel la nature donne ses règles à l'art, quelqu'un qui a suivi une longue formation académique ou une personne qui maîtrise parfaitement les techniques artistiques. Pensez à ce que je vous ai dit sur Naruto. Bref, je vous laisse réfléchir et je passe à la correction. Il s'agissait de la réponse 2, donc un don inné par lequel la nature donne ses règles à l'art. Un don, une personne qui maîtrise parfaitement les techniques artistiques ou une personne qui a suivi une longue profession, ces deux-là, c'est le génie nietzschéen. Qu'est-ce que la faculté mentale à faire des images à partir du réel? C'est un seul mot. Donc normalement, vous devez l'avoir assez rapidement. Et il s'agissait de l'imagination. Que signifie le concept de pharmacone selon Platon et Walter Benjamin? Ce qui est à la fois le remède et le poison, un art qui guérit les âmes, la technique ou la nature. Les deux derniers, c'est plutôt où est-ce qu'on peut le retrouver, dans la technique ou dans la nature. Donc il s'agissait à la fois de la réponse 1 et de la réponse 3, ce qui est à la fois le remède et le poison, mais aussi on le retrouve dans la technique. Associe chaque citation à son auteur. Le génie est la disposition innée par laquelle la nature donne ses règles à l'art. Le beau, c'est l'idée rendue sensible. La vie imite l'art beaucoup plus que l'art imite la vie, et il n'est pas de serpent ni de monstre odieux qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux. Donc je vous laisse réfléchir, et voici la correction. Pour la première, il s'agissait de Kant. Pour la deuxième, de Hegel. La troisième, de Oscar Wilde. Et la dernière, de Nicolas Boileau. L'art contente le besoin métaphysique de l'homme selon qui? Un auteur très connu, évidemment. Donc, n'oubliez pas qu'il faut également bien l'écrire le jour du bac. Donc, essayez d'apprendre l'orthographe de ce personnage, de cette personne. Et il s'agissait de Arthur Schopenhauer. Voilà, merci de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été assez concise. On se retrouve la semaine prochaine pour le temps. À la prochaine, à plus.